J'ai fait une classe prépa et avant ça, j'ai raté le bac. J'ai commencé à donner des cours particuliers. J'ai kiffé ça. L'impact, des vraies histoires en fait, d'humains. Attention, cette techno, c'est pas le métaverse. Elle va avoir un impact durable. C'est un peu des inégalités, mais tu t'en fous en fait. Tu les vois même pas. Ma mère, elle avait une vision. Dès que tu me parles de l'école, c'est budget illimité. Partez, bougez, allez voir, visiter d'autres mondes et tout, visiter d'autres cultures. La vie, c'est des étapes, c'est des challenges qu'il faut soulever. Chaque erreur coûte très cher. C'est hyper dur l'entrepreneuriat. Tu vas y laisser des larmes, des états émotionnels hyper hauts. À partir de maintenant, on va changer les règles. Je me suis trompé. C'est un bonheur et un malheur. Ça a coûté des larmes, du sang. Une entreprise, elle peut pas vivre avec mes valeurs à moi. Il faut qu'elle ait ses propres valeurs. Je veux que mon fils, il est un ingénieur ou moi, je vais faire le ménage. Si aujourd'hui, c'est ta dernière journée, tu fais quoi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nia avec Mourad Atchik, quelqu'un que vous avez forcément vu sur LinkedIn, vu dans les médias comme Le Parisien. Il a monté des programmes incroyables pour les jeunes autour de l'intelligence artificielle. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a, comme le représente ce podcast, une bonne intention, quelqu'un qui veut apporter de l'impact pour la société. Et donc, je suis heureux, honoré aujourd'hui de t'avoir, Mourad. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour commencer? Avant de commencer, moi aussi, j'ai un petit mot à dire. Merci beaucoup, Youssef, pour l'invitation. Très belle thématique. D'Ironia, comme on dit, mettez une bonne intention dans vos projets et les projets écloront. Donc, et puis bravo Youssef pour tout ce que tu fais. Donc, moi, je m'appelle Mourad Atchik. Je suis un ancien prof de maths qui s'est reconverti en entrepreneur. Il y avait eu un article, comme tu le dis, là, de BPI France, parce que c'est pas commun quand tu es prof, avec toute la sécurité que ça apporte, de te lancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je me suis lancé en 2016 avec mon frère. C'est un projet familial, Rabat, que je salue, qui lui est ingénieur. Et du coup, on a lancé en 2016 Evoluquid. Et ensuite, je t'expliquerai les autres projets. Mais voilà, donc je suis professeur passionné d'éducation, de transmission du savoir, et aussi associé à mon frère qui, lui, est un technophile, expert en robotique, en programmation, en data, en IA. Donc voilà, on est complètement... C'est l'ingénieur de la famille. Magnifique. Et moi, dans tous mes podcasts, j'aime bien remonter le temps. Tu vois, tous mes invités, on vient plus ou moins du même monde, on a vécu sensiblement des choses qui sont plus ou moins proches. J'aime bien remonter le temps, dire un peu où t'es né, Okay. où est-ce que t'as grandi, comment t'as grandi, c'était quoi ta jeunesse, et après on va arriver dans le dur. Dans le dur. Dans le dur. Ok, très bien. Écoutez, donc... au-delà de, en fait, effectivement, c'est vrai que il faut rembobiner un petit peu en arrière. Professeur, j'ai commencé à enseigner à 23 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant 23 ans? On vient d'où? En fait, c'est quoi qui nous a construits? C'est vrai que c'est important. Moi, j'ai grandi à Meaux. Tu connais Meaux? Moi, je suis jamais allé, mais je connais. Meaux, dans le 7-7, donc la grande banlieue parisienne, dans l'Est, dans un quartier qui s'appelle Beauval, un quartier de 25 000 habitants. Je crois que tu allais dire un des quartiers les plus chauds de Meaux, mais écoute, c'était un peu comme partout. Tu sais, Meaux, c'est un peu comme les villes du 7-8, Mantes-la-Jolie, les Mureaux, tout ça. C'est des villes éloignées, à la fois autour, c'est un peu la campagne. Et puis quand tu rentres à Meaux, un quartier fait 25 000 habitants. Meaux, c'est quand même une grande ville. Et j'ai fait, comme je le dis, j'ai passé une enfance merveilleuse, heureuse, radieuse. On conscientisait pas, nous, quand on est jeunes, que tu étais un peu cloisonné dans un quartier, qu'il y avait peut-être un peu des inégalités, mais tu t'en fous, en fait. Tu les vois même pas. Tu les vois même pas, tu kiffes. T'as grandi dedans, en fait. J'ai grandi dedans, dans le foot. T'as vu, après, t'as failli percer. Tu connais? Je crois que t'as joué en CFA ou un truc comme ça, tu m'as dit. J'ai joué en DH, ouais. Ah, en DH, à Meaux, tout. J'ai fait 15 ans nationaux, quand même, tu vois. Ah, magnifique. Tu sais, je joue contre qui, moi? Je joue contre Adebayor. Ah. Tu vois, Adebayor. Mourad Meghni. Non, moi, je suis pas le foot. Donc là, Mourad Meghni, c'est un Algérien. Il a joué après en équipe d'Algérie, mais lui, c'était un peu le futur Zizou quand il avait 16 ans. Ah, okay. Il était en équipe de France et tout, bref. Et donc voilà, donc le foot et l'école. Moi, j'avais deux passions. Et donc, je dis, j'avais une passion pour l'école. Je kiffais l'école. Et je kiffais les maths, tu vois. Et c'est un peu comme ça dans la famille. Mon grand frère, le plus grand, Yassine, il a donné le tempo. À l'époque, lui, tu vois, il a 6 ans de plus que moi. À l'époque, il était en première S à l'époque où l'école... C'est celui qui fait de la gestion de patrimoine? Ça, c'est Habib, c'est mon petit frère. Je connais pas encore tout le monde. On est 6 enfants.
Donc, il y a 2 jumeaux en haut, là, ma sœur et mon frère, et Yacine, il avait fait première S. Et à l'époque, tu sais, dans un quartier, tu vois, ils n'étaient pas très nombreux. Donc, études scientifiques. Mon frère là-bas, après, il a suivi encore études scientifiques. Moi, je ne me suis même pas posé la question de ce que j'allais faire. Et c'était intéressant parce que même à la maison, ça parlait. Tu sais, avant que j'arrivais dans les classes supérieures, j'entendais parler du théorème de Pythagore, théorème de Thalès, les lois de Newton et tout. Et c'est peu commun. Mais, tu vois, on achetait des livres sur les sciences. Ma mère, elle avait une doctrine, j'allais dire, une sorte de vision comme ça, une sorte de nia. C'est dès que tu me parles de l'école, c'est budget illimité. C'est-à-dire calculatrice, j'avais la TI 82. Ma mère, pareil, t'as vu, tu vois, j'avais une machine de guerre, frère. Je faisais des intégrales, des dérivés et tout. Tu vois, les cahiers, j'avais des bons cahiers, des trousses, tu vois. Ça, et vraiment, l'école, ma mère a blagué pas avec ça. J'avais félicitations, mais des fois, il y a marqué bavardage. J'aime bien parler, rigoler. J'étais pas méchant, mais agité. J'étais pas agité, mais j'aimais bien rigoler. Comme tous les quartiers, on est un peu chambreur, on se tape des barres. Moi, j'aimais bien l'école. Moi, j'allais à l'école. Je vais apprendre des choses. Il y a mes potes. On va rigoler. Tu vois, tous ceux qui étaient dans le club de foot, bah, on se voyait, on débriefait des matchs, tu vois, le lundi, puis on jouait le samedi ou le dimanche. Bref, tu vois, voilà. Et du coup, et après, donc moi aussi, j'ai fait scientifique et compagnie. Après, j'ai fait une classe préparatoire. Et c'est là où on est là pour dire un NIA. En général, les gens, ils disent que les réussites. Ils disent, ouais, là, j'ai fait une classe prépa. Et avant ça, j'ai raté le bac une fois. Ça, tu vois, c'est important de le dire aussi. J'ai raté le bac. Pourquoi ? Parce que j'étais un très bon élève au collège. Bac S. Hein ? Ouais, bac S. En seconde, j'étais parmi les meilleurs. Et après, 16 ans comme ça, je commence à traîner un petit peu. Fréquentation, un peu en bas du bâtiment et tout. J'ai pas fait de bêtises, mais je perdais mon temps. Et donc en première, je suis arrivé, je m'en rappelle, j'avais 13, 14, 15 en premier trimestre, ce qui est pas mal en première S. Bien sûr. Et de 15, je suis passé à 8, 9 à la fin. Et j'ai voulu reprendre en terminale, c'était un peu chaud pour moi. Et j'ai raté le bac. Et là, mon grand frère Rabat, on a une sorte de hiérarchie, même s'il a que 4 ans, t'as vu, il m'a parlé, il m'a un peu remonter les bretelles, entre un peu aussi un langage bienveillant et tout ça. Et il m'a dit, hey, toi, t'as le potentiel, c'est pas ton niveau, en fait. Et bouge-toi, etc. Bref, il m'a des mots forts. Je me rappelle, j'étais dans sa voiture, je baissais la tête comme ça. Et je pense qu'il a eu les bons mots, ça m'a secoué. J'ai dit, ok, j'ai raté le bac, ça arrive. Ma mère m'a défoncé, mais bon, allez. Et donc, l'année d'après, j'ai bien repris. J'étais des très bonnes notes, un bon dossier pour faire une classe préparatoire. J'ai fait maths sup. Et là, 18, 19 ans, quand même, moi qui suivais un peu les grands frères, mais par choix, je dis, attends, est-ce que je veux être ingénieur comme le grand frère ? On est deux, on est des frères, on sort du même ventre, mais on est quand même différents. Lui, c'est son truc, tu vois. C'est un mec qui peut se poser sur une tâche comme ça et rester pendant 7 heures. Moi, je peux pas. Et j'ai commencé à donner des cours particuliers. J'ai kiffé ça. L'impact, tu vois, que tu as. Quand le bien-être, le bonheur que tu ressens quand l'élève, il comprend, tu le débloques et tout ça. Je parle pas près des familles et tout ça. Bref, et puis je fais une licence de maths pour devenir prof. Et après, j'ai eu la chance d'enseigner en France. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu un poste en Syrie. Je suis parti en Syrie, frère, en 2009, avant les problèmes et tout. Vous savez pas me mettre dans les problèmes, là. Tiens, en 2009, je suis parti en 2009 à 2010. Et puis après les révolutions, c'était après. Et là, j'ai découvert la Syrie, j'ai découvert le monde. Et je me suis aperçu d'une chose incroyable, que à part la France et l'Algérie, j'avais jamais bougé. Et même l'Algérie, que je redécouvre maintenant. L'Algérie, t'allais toujours au même village, au même endroit. Douar Oulet Boujema, à côté de Ain Mouchen, à 60 km d'Oran pour les connaisseurs, des belles plages et tout. Et j'avais même pas fait l'Espagne. J'avais même pas fait la Belgique, l'Allemagne, la Suisse. Ah ouais, parce que quand tu vas en Algérie, c'est pas comme le Maroc, tu traverses l'Espagne et tout. Si, mais quand j'avais pas fait. Vous traversez l'Espagne pour aller en Algérie ? Ça dépend t'es où en Algérie. De toute façon, vous allez plus vers Marseille et tout. Après, il y en a, ils vont à Marseille. Moi, je suis à l'ouest, vers Oran. On descend à Alicante, et à Alicante, tu prends le bateau. Et ceux qui sont vers Alger, eux, c'est Marseille. Ceux qui sont encore vers l'est, des fois, ils vont même en Tunisie, même
À Nice, Italie. Nice là, pour aller pour Annaba, des fois, Ok, Italie, ok. chacun. Mais nous, c'est Alicante, ouais. Donc je me tapais, on allait en bus, frère. On allait en bus. T'as vu, ouais, on allait en bus et des histoires, je pense que tu as connues qui sont Ouais. incroyables. Et ouais, donc après, j'ai enseigné en Syrie. Je suis parti 4 ans en Égypte, au lycée international. Et donc en Syrie, j'étais au lycée français d'Alep. Mm. J'étais le plus jeune prof de maths, prof de la région. J'avais 24-25 ans. Les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fous là, tu vois? Et c'était un challenge, ça déjà. Tu vois, Ouais. je pense que la vie, c'est ça, Youssef. Hein. Tu me confirmeras. C'est que la vie, c'est des étapes, c'est des challenges qu'il faut soulever. Et à chaque fois que tu as un palier au-dessus, au début, tu te poses des questions, tu dis, tu prends le brise-glace là et tu testes. Tu dis, en fait, c'est pas si dur que ça. Bim, tu le pètes. Ouais. Et quand tu arrives au palier, tu vois, en vrai, c'était pas. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai, tu te dis, ça, c'était pas non plus un truc de ouf, tu vois. Ouais. Et donc voilà, après, Et de l'Égypte, 4 ans, je suis revenu, j'ai enseigné. Mon dernier poste, c'était à Nanterre, au lycée Joliot-Curie. Là-bas, il y avait mon frère qui habitait à côté. Il m'a dit, vas-y, viens, on lance quelque chose. Et après, C'est parti. C'est parti, ouais. Ça a démarré. Donc, en gros, ça a commencé à Meaux. Vous êtes 6, tu m'as dit? Ouais. 6, c'est ça. Toujours passionné de maths, passionné de foot. Une petite période où c'est devenu un peu, voilà, une période de mou. On la connaît, cette période, tu vois, de fréquentation un peu. Et après t'as redémarré. Et ce qui est bien, c'est que t'es parti très tôt à l'international, parce que je trouve que ça ouvre beaucoup l'esprit, en fait. C'est ce que je dis aux jeunes aujourd'hui. Je dis, partez, bougez, allez voir, visitez d'autres mondes et tout, visitez d'autres cultures. Ça va vous donner un état d'esprit bien différent que ceux qui ont toujours grandi uniquement dans le même quartier, dans le même environnement, dans la même ville, etc. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi, à l'international, mais... Ça a changé ma vie. Depuis là, mes premiers voyages, je me suis fixé un objectif, en fait, inconscient de se dire, hey, il faut découvrir tout et je dirais n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, mais d'autres cultures, d'autres pays. Et du coup, j'ai dû faire, je sais pas, moi, une vingtaine, trentaine de pays. Beaucoup grâce au taf, beaucoup grâce à l'entrepreneuriat. Ça, c'est ce que je dis toujours. Là, maintenant, les jeunes projets que j'accompagne dans le cadre du programme Qu'est-ce qu'il y a, entre autres, je leur dis, mais rendez-vous compte, c'est incroyable, vous allez être entrepreneur. C'est hyper dur l'entrepreneuriat, t'as vu, on en parlait juste avant, tu vas y laisser des larmes, des états émotionnels hyper hauts que j'ai jamais connus avant. Et tu peux connaître dans la même journée. Émotionnels que tu peux connaître dans une seule journée. J'avais jamais connu avant. Mais, regarde, je suis parti en Nouvelle-Calédonie avec Evolukid pour une mission de 3 semaines. Je suis parti en Guinée. Je suis parti en Chine. Je suis parti Maroc, Algérie, Tunisie. Je suis parti Dubaï. Je suis parti États-Unis, tu l'as dit. États-Unis, bien sûr. San Francisco, Los Angeles 3 fois. Las Vegas. Ouais. J'ai fait tous les continents. Parce qu'un projet, une conférence, une restitution de projet, Bah tiens, tu veux nous en parler, de tes projets. Quand tu as fini d'enseigner, tu t'es directement lancé en mode entrepreneur. Alors, quand j'ai fini d'enseigner avec Rabat, on a lancé une structure dont je parle pratiquement jamais pendant 1 an et demi, 2 ans, mais qui a abouti sur Evolukid. Okay. Et du coup, c'était quoi? C'était Scholarius. Okay. Scholarius, c'était une structure de coaching scolaire, de soutien scolaire, mais on appelait ça coaching scolaire. On a eu à peu près une vingtaine, trentaine de familles, ça prenait. Rabat qui était en bac, qui gérait toute la partie ticketing, juridique, comptabilité, etc. Et moi, je gérais la partie, bien sûr, pédagogique. Toi, t'es le bélier, toi. De toute façon, j'ai vu à chaque fois, toi, t'es le bélier. Ça... et Rabat, il gère derrière. Voilà. Il sécurise. Et ça marchait bien. Et le but, c'était un peu d'être des concurrents de complétude, Academia et tout, mais en local. En artisanal, on voulait vendre des cours de maths, physique et compagnie bio. Et pas en mode usine à gaz, tu vois. Et ça marchait bien. Et autre chose, déjà ma vision, c'était aussi, je vais le dire là, on est là pour dire les choses, Nia. Je trouvais qu'on n'était pas assez représenté. Ça veut dire que c'est quand même, dans l'entrepreneuriat, dans lancer les projets, des profs, tu vas trouver. Tu vas trouver un Mohamed, une Fatima, tu vois, Boubacar, etc. Mais ceux qui envoient les profs, tu vois, c'était pas là. Et c'est très important ça, parce que regarde, comme moi,
je connaissais la difficulté de certaines familles. Les cours particuliers qui sont très étiquetés CSP+, pour les cadres socio-professionnels, voire même plus, ben nous, on a fait une offre plus accessible, où les familles pouvaient payer en 12 fois. Ouais. 12 chèques et tout. Et ça c'est dans les autres, chez les concurrents, c'est pas possible, ça. Tu payes maximum en 3 fois. Ouais. En 12 fois, la plus grande satisfaction, c'est la famille Roun, donc des Français d'origine kabyle. La maman, c'est une histoire de malade, hein, ça m'avait fait pleurer, frère. La maman, quand je suis arrivé comme ça pour faire le diagnostic, c'était un diagnostic gratuit. Tu connais les familles, t'offrent t'accueillent bien. Ouais. Et bon, déjà, c'était très chaleureux. Et elle m'a dit, avec un bel accent kabyle, là, comme on les aime, elle dit, monsieur, la famille, c'était à Puteaux. Et ils habitaient au pied de la Défense. Elle m'a dit, monsieur, je veux que mon fils, il soit ingénieur là, dans les tours, où je vais faire le ménage. À ce moment-là, ça m'avait mis une claque. Je veux que mon fils, il est un ingénieur, où moi, je vais faire le ménage. Il soit comme eux, comme ça. Et du coup, il était un peu timide et tout ça. Et après, derrière, on l'a boosté. Et 7 ans plus tard, j'ai fait un post, ça a fait plus d'1 million de vues. Il est revenu en stage. Nous, on était là comme un tremplin. 1 an, 2 ans, on ne voulait pas saigner les familles. Et après 15 de moyenne, oui, mais madame, justement, laissez-le prendre son envol. 7 ans plus tard, il avait 12 ans. On l'a suivi de 5e jusqu'à la 3e. Il a fait un bon lycée. Et après, il a école d'ingénieur. Il a fait un stage chez nous. Et là, il est ingénieur. Ah, tu vois, ça, c'était Scholarius. De Scholarius, tu vois, cours, on s'est posé la question des cours d'informatique. T'as des histoires, je peux t'en dire. En fait, c'est que des histoires, des vraies histoires, en fait, d'humains. C'est ça qui est incroyable. Et donc, c'est parti sur un jeune qui savait pas trop ce qu'il voulait faire, mais il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et après, je lui ai posé la question, mais à la base, donc pour Scholarius, on devait lui faire des maths et tout ça. Il voulait pas. Je lui ai dit, mais toi, je vois que tu étais connecté, il savait monter un ordinateur. Je lui ai dit, tu veux pas comprendre ce qu'il y a derrière les jeux vidéo? Il m'a dit, ouais, et tout, ouais, j'aimerais bien. Il est venu, il a fait un stage chez nous. Rabat, il l'a pris sous son aile quand il avait le temps, là. Il a fait faire du C, du C++, du je sais pas quoi, mais bien expliqué. Et le jeune, il a tout cartonné. Il est parti dans une école de jeux vidéo aux États-Unis, frère. Ah ouais. Et là, j'ai dit à Rabat, mais ce serait bien de donner des cours d'informatique, mais vulgarisés, cool. T'avais pas un truc d'informatique qui fait mal à la tête. Et on tombe sur des logiciels en no-code, pas connus, Scratch. Avant 2016, avant que ça rentre dans les programmes. J'ai des révélations. Rabat, il code un site. En une soirée, il est venu avec les yeux rouges comme toi. Tu vois, un truc de fou, faut qu'on fasse ça. Et après, on a lancé des premiers ateliers de codage. On était 2 startups en France à faire de la EdTech, apprendre à coder, tu vois, et tout ça, pour les jeunes dès 8 ans. Et là, après, je peux... Là, tu vois, on a... Et après, ça a été le démarrage d'EvoluKid, du coup. Ouais, le démarrage d'EvoluKid. On avait un modèle au début B2C. On voulait avoir comme Scholarius, avoir des centres. Très dur le B2C quand t'as pas de fonds. Nous, on avait mis, je sais pas, moi, je crois que c'était 1 000 € de capital social, tu vois. Moi, j'étais un prof, on avait un peu d'argent de côté, vite fait. Et on n'a pas, c'est pas, tu démarres comme ça, tu mets 50K ou. Et du coup, on lance EvoluKid comme ça en modèle B2C. On avait 5-6 centres. Ok. Tu vois, à Nanterre où on est, on en avait un autre à Courbevoie, un à Meaux, un dans le 9e et tout, tu sais, mais très chronophage. Et c'est même pas ça. Ça aurait pu grave bien marcher, mais il fallait des fonds pour mettre des responsables de centre. Donc nous, on se tapait des. Vas-y, Rabat, ce week-end, moi je passe là, tu passes là, je trouve un animateur, on lui faisait confiance. On n'est même pas assez pour acheter des PC. Vous avez essayé de lever des fonds? On savait pas. Ouais. 2016 et tout, c'était pas la mode. Hein. Tu découvrais, il n'y avait pas 15 000 incubateurs. Rappelez-vous, 2016, 2017, Macron, Startup Nation. Et. Tu as commencé à entreprendre il y a 10 ans, plus de 10 ans même. 10 ans, 2016, ouais. On peut lui reconnaître ça à monsieur le PR. C'est Startup Nation, c'est quand même de l'énergie, des fonds dans les startups et compagnie. Mais nous, quand on a commencé, il n'y a pas tout ça. Quand je disais, ouais, j'ai une startup, c'était stylé de ouf. Tu vois, ouais, j'ai une startup, tu vois, ça faisait. Et les gens ne comprenaient même pas. Il fallait expliquer c'est quoi une startup, c'est quoi le concept en fait. Toi, mais
En fait, une entreprise, Ouais, mais c'est je pas comprends. pareil. On est dans l'innovation, tout ça, tu vois. Donc, Là, aujourd'hui, c'est vrai que ça a changé. La dernière fois, je croise un gars, il vient de créer ses statuts juridiques, il me dit j'ai monté une start-up. Et je dis c'est bon, en fait, ce mot-là, ouais, c'est bon. mais, tu vois. Et, et après, on a eu en 2017 un gros contrat. Et comme je dis toujours, c'est un bonheur et un malheur. Parce que, Je crois que je vois le starter tour ou peut-être ouais, c'est le ça Maïf numérique le tour, Maïf Tour. tu vois, avec un Maïf. Et du coup, quand tu commences à te lancer, t'es pas encore bien structuré. Et surtout, hyper important pour les entrepreneurs qui écoutent, avoir une structure, des process et tout ça, mais surtout avoir une stratégie commerciale. C'est-à-dire qu'avant d'absorber un gros contrat, il faut que déjà les petits contrats, ce soit fluide et tu les vendes un peu comme des petits pains. Il faut des produits d'appel simples que d'abord toi, tu es le premier commercial que tu vas vendre, mais que tu vas faire vendre. Comme ça, tu te retires et tu structures autre chose. Ça, c'était pas fait. Donc, on n'avait pas cette offre simple pour les associations, les collectivités, les entreprises. On pouvait vendre des ateliers pour les enfants, les jeunes, les collaborateurs d'entreprise. Ça, c'est venu après. Mais on a dû absorber un gros contrat et structurer. Et en fait, tu cours toujours. C'est quoi un gros contrat si tu peux. Bien sûr, on va dire. À l'échelle d'Evoluliquid, première année, je crois, on a fait, je sais pas, moi, on a fait première année 2016, on a dû faire pas 30 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. 2017, tu signes avec la Maïf pour 200 à 250 000 euros l'année. Ouais. Après Presque 25 x10, 30 quoi, K presque. à l'année, au mois. Et ça veut dire, mais même à l'échelle du mois, en plus, ils payent vite. Il n'y a pas de galère. Ils te payent tous les mois. C'est pas le truc que tu fais. C'est-à-dire que tu fais ton mois, tu envoies la facture, la Maïf. Voilà, si vous pouvez bosser avec eux, ils sont magnifiques. Humainement, ils sont top. Ok. Il n'y a pas de biais discriminatoire. Je sais pas, ils ont une mentalité, ils sont ouverts, ils sont cool. C'est des gens de la campagne de Niort. Ils sont pas dans un délire de Parisiens. Quand ils sentent les valeurs, ils bossent avec toi, tu vois. Ok. Une confiance. Et du coup, tu passes tu galères à vendre 2-3 000 euros, 5 000 euros de prestat par mois à sécuriser des contrats à 25, 23 000, 29 000 en fonction du nombre de jours. Et du coup, le concept, c'était quoi? C'est qu'on avait un camtar, camion, comme c'est pas sorcier, t'as vu? Et quand tu rentres dans le camion, ça faisait, c'était plus grand que la salle ici, là. 60 mètres carrés, 3 écrans interactifs, un robot humanoïde, imprimante 3D, casque VR, 30 tablettes. Donc nous, on a animé, on a créé les contenus. C'était turfu. Robot humanoïde en 2017. Imprimante 3D, VR. Et du coup, on faisait 6 jours sur 7. On faisait le tour de France, 3 jours dans une ville. On a fait franchement nord, sud, est, ouest. Et au début, Rabat et moi. Après, moi, j'ai retiré Rabat. Je lui ai dit, écoute, reste toi au bureau, structure et tout ça. Moi, j'étais animateur, coordinateur. Après, j'ai pris un coordinateur. J'étais un peu plutôt directeur du truc. Et du coup, ça a duré 3 ans, jusqu'au Covid. Ouais. Tu vois, et pendant 3 ans, en fait c'est bon, après, c'est le destin, le Covid, il est venu. Mais quand le Covid, il est venu, j'ai commencé à bien me retirer, avoir une coordinatrice et en fait, sécuriser ces 30 K par mois sans que j'aurais pu faire le lancement, venir au milieu, les grosses étapes. Il y avait des étapes politiques importantes. Et à ce moment-là, bien entendu, à côté, j'avais commencé à structurer des offres pour les collectivités, d'autres projets. Avec l'UNESCO, on avait un partenariat tous les mercredis, on intervenait, etc. Mais au moment où quand même, c'était la garantie, Bien quoi. sûr. 30K, on a pu prendre une assistante, après une coordinatrice, après on avait un petit bureau, on a pris un deuxième, après un troisième, on a fait un peu de R&D sur des produits, on a publié 2 livres, tu vois, et du coup, au moment où il y a une autonomie, pour que tu puisses te concentrer sur autre chose, Covid. Ça, c'est entrepreneuriat, ça. Ah, Au moment où tu te dis c'est bon, là j'ai un truc, je tiens quelque chose, boum, tu fais percuter. Voilà, direct. C'est des trucs que je pense que tu as connu aussi. Et c'est vrai que, tu sais, que du recul, des fois, quand je vois notre parcours, j'ai fait plein d'erreurs, plein de choix qui n'étaient pas stratégiques. Un truc peut-être qu'on va dire là, Youssef, des fois beaucoup trop de choix sentimentaux. Ah, ça, je suis d'accord. Qui fait que, ouais, c'est bien, les gens ils nous disent bravo, c'est super, Psartek, t'es humain, t'es ci, t'es ça. Donc, oui, et je suis fier de ce que j'ai fait, mais d'un point de vue purement business entrepreneurial, bah, des fois, il fallait... C'était pas les bonnes décisions. Ouais, et j'ai même envie de te dire, et je me questionne des fois même sur ma sincérité. Peut-être que des fois, je sais pas, tu vois, peut-être que des fois,
c'est mon neuf, peut-être. Je vais te dire une chose. Je vais raconter une histoire, tu vois. Vas-y. À un moment donné, je suis arrivé face à mes équipes l'année dernière. Nous, on faisait x3 de croissance tous les ans. Mais à côté de ça, beaucoup de mauvaises décisions qui étaient aussi liées au recrutement, sans compter le marché, le système, les difficultés du marché, etc. Je parle de moi, tu vois, des décisions liées au recrutement. Et je leur ai dit, écoutez, à partir de maintenant, on va changer les règles. Je me suis trompé. Comme ça, je leur ai dit. Je me suis trompé. J'ai mis mes valeurs, toutes mes valeurs, Youssef Koutari, dans l'entreprise. Et en fait, une entreprise, elle peut pas vivre avec mes valeurs à moi. Parce que mes valeurs à moi, c'est je suis toujours un mec cool. C'est tu fais une erreur, c'est pas grave, t'es toujours pardonné. Je te prends pas trop la tête. Je vais toujours t'aider, te faciliter. Mais en fait, une entreprise, elle peut pas réagir comme ça. Tu vois? Je dis, en fait, l'entreprise, il faut qu'elle ait ses propres valeurs. Ouais. Et en fait, moi, je dissociais pas du tout Youssef Koutari et l'entreprise. Ouais. Tu vois, quand je prenais une décision et que j'avais quelqu'un en face de moi, eh ben, je prenais la décision, moi, en tant que Youssef Koutari. Ouais. Mais je me posais pas la question de est-ce que l'entreprise, elle, c'est dans son intérêt. Tu vois? Et là où j'ai switché, c'est de me dire, OK, maintenant, il y a Youssef Koutari. Il y a une autre personne, mais il y a aussi l'entreprise. L'entreprise, elle est pas là pour, elle parle pas. C'est une personne morale. Donc elle parle pas. Mais par contre, je vais essayer de regarder la décision à travers ses lunettes. C'est-à-dire de sortir de la posture de Youssef Koutari et de me dire, OK, je vais regarder à travers les lunettes de l'entreprise. Est-ce que cette décision est dans son intérêt ou pas? Bien sûr. Oui ou non? Fin. Et c'est elle qui décide. T'as capté? Et ça, c'est un vrai virage. Parce que le monde dans lequel on vient, on est toujours généreux, on essaie de s'entraider, d'aider tout le monde, de faciliter, de pardonner tout le temps, on se prend pas la tête. Une entreprise, elle peut pas réagir comme ça. Une entreprise, elle doit être exigeante. Tu vois? Et encore plus quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, encore plus quand t'as pas un réseau des marges incroyables, encore plus quand tu dis t'as 1000 € de capital social, encore plus quand t'as pas eu d'éducation d'entrepreneuriat, parce qu'on n'a pas été éduqué à l'entrepreneuriat. Chaque erreur coûte très cher. Tu vois, un mauvais recrutement, ça te tue une boîte. Qu'est-ce qui sauve nos boîtes, nous? C'est qu'on a créé du réseau. Et c'est qu'on arrive toujours à se débrouiller à gauche à droite. Mais des personnes qui se lancent, qui n'ont pas nécessairement de réseau et qui essaient de faire ce type de recrutement ou autre comme nous, en fait, ils tuent leur boîte directement. Ils tuent leur boîte. Tu vois, nous, ce qui a sauvé nos boîtes, c'est qu'à chaque fois, on avait du réseau, on avait cette créativité pour toujours réussir à, accélérer, se débrouiller, ouvrir d'autres portes et tout. Et je pense une résilience un peu hors du commun. Ouais, sans arrogance, sans rien. Moi, je le dis. Ce que je fais avec Rabat, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire et de ne pas lâcher l'affaire, en fait. Mais moi, j'ai été dans des incubateurs. Les incubateurs, on était une trentaine. Dans certains incubateurs, on est resté que nous. Parce qu'il est hors de question que je reprenne un taf de prof ou d'autres. On m'a déjà proposé, ouais, tu veux prendre la direction d'eux. Je dis quoi? Donc, je suis un salarié, en fait. Tu dis, ouais, non, mais en fait, tu seras libre. Laisse-moi tranquille. C'est hors de question. Moi, j'ai la porte derrière, t'as vu, je l'ai fermée. Il n'y a plus de porte, en fait. Il n'y a plus de porte, ouais. Non, mais c'est ça. Donc, c'est une résilience de fou, mais je suis d'accord avec toi. Déjà, comprendre personne physique, personne morale, c'est la première fois que mon frère m'a expliqué ça. Moi, je pensais que la boîte, c'était moi c'était la boîte. Donc, c'est pas... Et pour rassurer, entre guillemets, un peu les gens, ça ne veut pas dire que la boîte, elle n'a pas de valeur. Youssef, il n'est pas en train de dire ça, les amis. Il n'est pas en train de dire, ouais, non, moi, j'ai des valeurs, mais la boîte, elle n'est pas froide. La boîte, elle a des valeurs qui est toi, qui est... donc, d'ailleurs, voilà, tu vois, tu vas quand même donner un peu ce que toi, tu penses. Bien sûr. Mais c'est vrai que trop de sentimental, trop de... C'est pas le moment. Et j'ai envie de dire, des fois, nous, on est montés, on avait une douzaine de salariés. Tu as des bouches à nourrir, entre guillemets. Les décisions, ce serait égoïste que Morad, ils se disent, ouais, mais non, là, c'est pas grave, on va aider, on va pardonner ce fournisseur-là. Et tu vois, la pérennité de la boîte, elle est... C'est mort. Moi, je le dis, j'ai plus aucune peine pour le dire. Avant, j'étais là dans le... Ouais, ces boîtes-là, ils font 5, 6, 7 entretiens avant de valider un profil, le recruter, c'est trop, c'est abusé. Ils ont raison. Ils ont raison. Déjà, eux, ils pèsent des milliards et ils te font passer 7 entretiens. Parce que le recrutement, quand il est foiré chez eux, il leur coûte de l'argent. Et nous, on a des petites boîtes, on essaie de s'en sortir et on recrute comme si c'était simple, facile. Nous aussi, on doit pas faire 7 entretiens, on doit en faire 14. Tu vois, on doit en faire 2 fois plus parce que nous, le recrutement, s'il est mal fait, il tue notre boîte directement. C'est mort. Moi, j'ai aucun problème à le dire. Mais je suis d'accord avec toi. La boîte, elle a ses valeurs. L'excellence, elle peut avoir des valeurs d'humanisme, c'est-à-dire un projet qui a de l'impact. Elle peut avoir des valeurs autour de l'écologie pour avoir aussi un impact sur le développement durable et autres.
mais elle a ses propres valeurs. Elle ne peut pas se mélanger entièrement avec toi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Un exemple là sur 14 entretiens, j'abuse par contre. Mais tu m'as compris. En fait, même mon père, il va faire passer des entretiens maintenant. Eh bien, regarde-le-moi, je t'ai vu. Regarde si tu me valides et tout. Mais non, mais le recrutement, là, c'est le plus dur dans l'entretien. C'est ça, je dis ça. Je parle de ça. Quand personne, c'est game changer, t'avances de fou. Quand t'as ne serait-ce qu'une tomate pourrie là, et après, il y a plusieurs cas. T'as des personnes mal intentionnées, et il y en a, mal intentionnées. Moi, j'en ai eu, pas beaucoup, mais j'en ai eu. Tu as des personnes bien intentionnées, et ça, je crois que c'est plus grave que la personne mal intentionnée, parce qu'elle est bien intentionnée, elle est cool, bon mindset, même, tu sais quoi, elle bosse. Mais elle est pas renta. Et du coup, même elle comprend pas. Elle te dit, mais je comprends pas, moi je suis sérieux ou sérieuse, ça m'est arrivé avec une femme, je suis sérieuse, et nanana. Puis, et c'était une alternante. C'est ça qui fait le plus de peine. Développeur. Je lui dis, mais t'as vu, là, pour le coup, c'est pas question gentil ou pas gentil. C'est facile, toi, à mesurer si tu peux te garder ou pas. Ça faisait 4 mois, elle n'avait rien vendu. Et quand je dis rien, et puis ils étaient 3 alternants. Les 2, quand même, il y en avait un qui vendait bien, l'autre, elle vendait moyennement. Donc, tu peux construire. Je dis, mais t'as rien vendu. On t'a formé, on t'a expliqué. Et tu vois, et puis j'avais pas le temps, moi, de rester comme on le fait. On est, bien sûr. On est dans la transmission, on analyse, on dit beaucoup oui. Ce qui a flingué un peu mon frère, parce que moi j'étais beaucoup à l'extérieur, c'est que mon frère, qui est le CTO et CEO associé avec moi, c'était le support des salariés. C'était le stagiaire des salariés. Ouais, Rabat, ça bloque, tu peux me là, Rabat. Et il faisait que des allers-retours. Ça l'a cramé. À la fin, 2 ans là, il m'a dit, moi j'en peux plus. Et ouais, c'est-à-dire que, et à la fin, et du coup, l'histoire, comment c'est terminé, ça se fait pas, tu passes pour le méchant. Tu dis et là, comme tu as dit, en fait, c'est pas moi qui renouvelle pas la période d'essai, c'est la boîte. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre ou pas, qu'ils comprennent ou pas. Tu as raison, on n'est pas de toute façon, la boîte, elle meurt si elle continue comme ça. C'est ça qu'il faut se dire. Tu ne vends pas pendant 3 ou 4 mois. Écoute, et moi, même avec ça, j'arrive pas à comprendre ces personnes-là parce que les valeurs qu'on a et les valeurs de la boîte, c'est pas d'humilier les gens, c'est pas de te virer, c'est de trouver un terrain d'entente. Il y en a qui comprennent, et je dis, voilà, écoute, viens, on se serre la main, et puis les routes, elles s'écartent, et elles se retrouveront. Et ça m'est déjà arrivé. Hein. Et des fois, il y en a, ils chaînent faux, là, ils sont énervés, ils te prennent pour un... Tu vois, écoute, peut-être que l'ego, ce que je te disais là, peut-être que ton image et tout, t'as vu, et peut-être qu'avant, j'étais sensible à ça. Ah, mais quand même, et tout, là, j'en ai rien à foutre. Va dire ce que tu veux, moi, je sais qui je suis, et tout ça. C'est pour ça qu'on doit vraiment être sincère dans l'entrepreneuriat. Dans nos valeurs, franchement... On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut. C'est un peu dur de dire ça, t'as vu, parce qu'on n'a pas envie de le dire, mais il faut le dire. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on n'a pas fait, je sais ce que j'ai fait. Normalement, c'est des choses qu'on n'aime pas dire, tu vois, Youssef. On peut pas dire, ouais, mais t'as vu, j'ai fait, moi, lui et elle. T'as pas envie de dire. Mais à un moment donné, il faut se le dire à soi-même. Mourad, alhamdoulilah, t'as fait. T'as coûté des larmes, du sang. J'ai saigné, frère. J'ai déjà porté un truc, ça te tombe sur le doigt. On a vraiment saigné pour de vrai. Hein. Je pense que c'est pareil pour toi. On a saigné, on a pleuré, on n'a pas dormi, on a, tu vois, on a fait des... On voyait plus nos familles. Bah oui. Pour qu'à la fin, il faut rester quand même logique dans cette logique d'entrepreneuriat. Un entrepreneur, la première qualité, c'est quoi ? Faire du business, faire de la rentabilité, voilà. Et après, quand tu es bien intentionné, tu fais des super beaux projets. Bien sûr. Mais quand tu es mal intentionné, ça te regarde. Et voilà. Non, magnifique. Écoute, de toute façon, on peut rester sur ce sujet 30 ans, à mon avis. Là, ça peut aller très loin. Du coup, Evolukid, lancement, Maïf Tour, bam, Covid arrive, grosse patate, t'es là, c'est la crise. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Du coup, le Maïf, il s'arrête. Maïf Numérique Tour, il s'arrête. Ok. Tu fais quoi ? Je fais quoi ? Regarde, truc de ouf. Entrepreneur. Maïf, il s'arrête. On a, nous, donc la Maïf, nous, quand même, Evolukid, on a quelques petits projets, mais qui s'arrêtent aussi. Hein. Pendant le Covid, là, de toute façon, tout le monde était arrêté. Mais tout ça pour dire qu'on ne dépendait pas que de la Maïf. La Maïf, en 2017, c'était 90% de notre chiffre d'affaires. Après, 80, après 60, etc. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu te rappelles quand tu venais au bureau à Nanterre, on avait une salle de matériel. Ouais. On avait peut-être, je sais pas moi, 100 PC,
Salle de matériel, t'avais un studio. Studio et tout ça. Et on avait une dizaine d'imprimantes 3D. Et pendant le Covid, donc il y a le néant, il n'y a rien, la mairie du 15e nous appelle. On avait une petite presta avec eux une fois par mois. On leur faisait un petit atelier imprimante 3D. On vendait ça, je ne sais plus moi, l'heure et demie, 500 €, je ne sais plus combien, tu vois, une petite presta. Et ben comme quoi, il ne faut pas négliger, ils nous appellent, ils nous disent on aimerait imprimer des visières. Appelle les visières, là. Oui. Des petits masques comme ça, parce que la France, c'était la crise, il n'y avait pas de masque. Ouais. Et du coup, on a imprimé pendant 2 mois plus de 35 000 visières pour tous les hôpitaux de Paris. Magnifique. Donc c'était un contrat un peu à 50, 60 000 €. J'aime trop ces histoires comme ça. Et donc, pendant le Covid, moi j'étais dans le charbon, on livrait des visières, donc on produisait les visières. On est parti, j'avais un fournisseur, acheté 20 imprimantes. Et du coup, la mairie du 16e, la salle de mariage, du 15e, la salle de mariage, elle s'était transformée. J'avais 3 animateurs, 3 consultants qui imprimaient avec un mouvement de solidarité de ouf. Je kiffe ces projets-là parce que c'est rentable, j'ai gagné de l'argent. Et ça a de l'impact de malade. Je ne vais pas dire qu'on a sauvé des vies, mais en tout cas, à l'époque, on ne savait pas c'était quoi le Covid. Les gens, il fallait se protéger, tu ne pouvais pas. C'est comme quelque chose qui se transmet assez rapidement. Et on équipait les hôpitaux, ils nous remerciaient. Après, certains sont venus, des restaurateurs, il y avait des repas, c'était très, très bienveillant. Donc, on a un peu, pendant quelques mois. Après, ce qui nous a fait très mal, c'est 2020-2022. Ça reprend, les projets reprennent, ils referment. Comment ils appelaient ça là, les trucs d'urgence là, comment ça s'appelle là, tu sais quand à 18h ils fermaient tout. Oui, je sais Vigipirate ou un truc comme ça là. Non, Vigipirate c'est avant ça. C'est quoi Vigipirate, c'est le truc qui se raconte là. Mais non, quand ils t'enferment là, quand tu peux plus sortir là. Le confinement, voilà. On était confinés H24. Après ils rouvraient. Après quand le Covid reprenait, à 18h fallait rentrer chez soi. Ils appelaient ça couvre-feu. Le couvre-feu. Voilà. Tu te rappelles, il y avait un couvre-feu. On va raconter des choses à nos enfants de ouf. Confinement total, couvre-feu. Donc, s'ils ferment à 17h, donc nous, les prestats qu'on avait après l'école et tout, c'était mort, tu vois. Donc ça nous a fait quand même assez mal. Et c'est là qu'on s'était déjà intéressé à l'intelligence artificielle en 2018-2019 dans des écoles. Rabat, il faisait l'ingénierie pédagogique de certaines écoles d'ingénieurs. En 2020, on écrit un livre. On le publie en 2021. L'intelligence artificielle, tu connais, point d'interrogation, aux éditions Erol, dans lesquelles on a une approche pragmatique, approche projet, et surtout, on dit, attention, cette techno, c'est pas le métaverse. C'est pas des technos qui viennent et qui partent, elle va avoir un impact durable, et vraiment, c'est une technologie de rupture. On a eu plus ou moins raison, et notre rôle, ça a toujours été de démocratiser. Quand je dis on a eu raison, c'est pas question qu'on a eu raison. Tout le monde connaissait l'IA. Non, dans les entreprises et dans les entreprises technologiques. On connaissait, on n'a pas inventé l'IA. Mais le grand public et les entreprises classiques ne connaissaient pas l'IA à ce moment-là. Ma mère, elle croit que c'est moi et mon frère, on a inventé l'IA. C'est une dinguerie, ça, ou pas? Elle dit, ouais, truc comme là, dès que t'as artificiel. Elle croit que c'est truc que vous avez inventé, là. Et par contre, c'est très plaisant, si je puis dire. C'est qu'il y en a plein qui me disent, Mourad, la première fois que j'ai entendu le mot IA, intelligence artificielle, c'est dans ta bouche, c'est dans tes vidéos, c'est dans tes posts. Moi, je peux te dire, sur LinkedIn, tu fais partie des premiers. Parce que c'était connu dans le monde de la tech, bien entendu. L'IA, ça existe depuis les années. Et on n'en parlait pas encore énormément. Moi, j'ai bossé dans la tech. C'est-à-dire, l'IA, c'était là, mais on parlait plus de machine learning, deep learning, tout ça. Mais l'IA, c'était la suite après. On n'en parlait pas. Du coup, nous, notre rôle, ça a toujours été de démocratiser, ouvrir la boîte de Pandore, rendre ça accessible, avoir accès à l'info. Et là, je lance le programme Qu'est-ce qu'il y a? C'est un programme avec la Banque des Territoires qui est développé des cas d'usage concrets, des sujets d'IA qui vont atterrir dans les territoires, dans les villes, réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires, détecter les déchets pour améliorer leur ramassage avec les caméras de la ville, donc avec l'IA, de la computer vision, pour ceux qui connaissent, traiter les cas de cyberharcèlement dans les collèges et les lycées, repérer les fissures et les nids de poules sur la route pour faire des travaux préventifs et non curatifs, et plein d'autres cas d'usage sur le trafic, sur l'orientation scolaire, sur la santé, cartographier les acteurs et tout ça. Et ces projets-là, ils sont faits par des étudiants en fin d'études, Master 1, Master 2, qui ont tout approuvé, sponsorisés et parrainés par des grands groupes.
On doit être, elle a plus d'une quinzaine de grands groupes. SAP, L'Oréal, Thales, Groupe La Poste, UPS, Société Générale, Nestlé, bien sûr. T'as une entreprise d'ordinateur, je sais plus comment il s'appelait. Asus. Voilà. Donc, je tu suis. tu suis, là. Je suis. Saison 4 maintenant. Saison 4. Et donc là, donc, ça fait 3 ans qu'on fait ce programme-là. Les meilleurs projets locaux, ils sont présentés à Vivatech, plus gros salon de la tech en Europe. Venez tous le samedi 20 juin. Voilà. Donc, c'est sur la scène, sur une scène, il y a 500-600 personnes qui se bousculent pour voir les meilleurs projets. Et le meilleur projet, il va à la Silicon Valley. Donc, ça fait 3 ans qu'on y va pour aller se frotter à l'écosystème. J'ai rencontré Salesforce, j'ai vu. Salesforce, Microsoft, Amazon, tous les grands. Donc, on discute avec eux, ils présentent leurs projets. On a vu un fonds d'investissement, le fonds de Sony, qui était très intéressé. Et maintenant, la nouveauté là, c'est que depuis la saison 3 et maintenant la saison 4, c'est que ces meilleurs projets, ils se lancent en start-up. Frérot, on est là pour parler de business, entrepreneuriat. Donc, c'est talent. Master 1, Master 2, il n'y a pas de gosses, frérot. Ils ont le temps, ils ont l'énergie, ils ont des compétences incroyables et un mindset, la nouvelle génération, là, ils sont beaucoup plus décomplexés que toi et moi. Et il y a un truc que j'ai déjà pressenti, mais que je sens à toute patate, c'est que tous les schémas d'avant, sois bon à l'école, prends un diplôme, tu vas travailler, c'est moins valide aujourd'hui. Avant, tu as un Master 2, tu taffes. Moi, j'y crois moins. J'y crois moins, moi aussi. Je crois seulement aux top écoles. Je me dis en fait, alors que moi, tu as vu, j'ai des écoles. Hein, et là, je peux le dire, pour moi, les top écoles, tu as du réseau, truc de ouf. Après, c'est des écoles qui se ressemblent toutes. Il vaut mieux commencer tôt à entreprendre. Donc, il faut au minimum, et je crois que c'est ce que tu fais dans les écoles que tu as, leur mettre une brique entrepreneuriat. Ouais, tout le temps. Ouais. Et je dis, moi, aux étudiants, paralléliser. Si tu as envie d'avoir un taf et tout ça, pas de problème, fonce. Mais quand même, à côté, il faut que tu aies bossé des projets d'entrepreneuriat. Même, au moins, en fait, le mindset, si ça marche pas, le salarial, au moins, tu es consultant à ton compte. Fais de la formation, monte des agents. Moi, j'ai des génies, là, les jeunes, c'est une capacité, mais de malade. Attends, mais là, j'en vois, là, ils me disent, ça fait 7 mois, j'ai pas trouvé de taf. Lance-toi à ton compte. Ou ceux du programme, qu'est-ce qu'il y a? Ils disent, c'est bon, Mourad. Moi, la start-up, c'était pas qu'un projet expérimental, je veux lancer la start-up. Et du coup, l'année dernière, on a 3 startups qui ont émergé. City Mood, qui est passé sur M6 dans l'émission Qui va être mon associé, qui est en phase de levée de fonds. Donc, eux, ils ont fait un dashboard pour récolter toute la data dans une collectivité pour mieux piloter les actions. Et dans une collectivité, c'est au doigt mouillé, tu vois. Ouais. Et pour celles qui sont un peu plus évoluées, elles sont un peu digitalisées, mais il n'y a pas d'IA. Donc là, c'est mettre de l'IA. Une collectivité génère énormément de données. On peut en faire beaucoup de choses. Et en fait, c'est on va dire, professionnaliser la collectivité. Ouais. La collectivité, c'est une organisation qui est complexe. Les entreprises, elles ont bien compris quel outil il faut et quel professionnalisme et processus. Collectivité, parce que ce serait public, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut, on l'écrit sur un bout de papier, on perd le post-it. Non. Et du coup, ce tableau de bord avec toute l'IA qu'il y a dedans, ça leur permet d'avoir un outil de pilotage des actions publiques. Et voilà. Et ensuite, on a une autre qui s'appelle Parcoursure. Je kiffe le nom, Parcoursure, qui est un chatbot et plein d'agents pour aider les jeunes, les moins jeunes, ceux en conversion à trouver leur voie. Et 3, solution de ouf, les lauréats qu'on a amené à Silicon Valley. C'est la solution Anid, qui anciennement s'appelait Ninjai. C'est une extension web qui va détecter les signaux faibles dans une entreprise de troubles psychotiques, stress, harcèlement, etc. Magnifique. Et là, ils sont en phase de signer avec Thales pour une grosse expérimentation. Ah ouais. Et s'ils arrivent ce coup-là, je pense que derrière, ils pourront voir s'ouvrir les portes là, du CAC 40. Ouais, des beaux projets magnifiques qui naissent en fait initialement du projet Qu'est-ce qu'il y a en fait. C'est-à-dire que vous arrivez, vous les regroupez, il y a des ateliers. Comment ça se passe en fait? Alors, comment ça se passe? Nous, on a 4-5 mois de préparation. Dès septembre, on se met au boulot. Mais moi, là, dès maintenant, je prépare la saison 5. C'est moi qui commercialise en personne. Ouais. Donc, je vise comme ça 10 grands groupes, 10 territoires d'expérimentation. Dans chaque territoire, c'est 3 projets qui sont développés. Ouais. Donc, on fait 30 expérimentations d'IA en simultané. On est les plus gros expérimentateurs d'IA pour le service public et les collectivités en Europe. Okay. Tu vois, là, en saison 4, ça va faire la 75e expérimentation d'IA. Okay. Et quand je dis expérimentation, pour que les gens comprennent, ils sont sur le terrain. Quand je vous dis
une expérimentation d'IA dans les cantines scolaires, ils vont dans les cantines scolaires, dans les villes où ils sont, pour aller tester des choses, récupérer de la data, discuter avec le personnel pour comprendre comment il fonctionne et améliorer le game. Et du coup, ensuite, le lancement, c'est toujours au mois de février. Et ils bossent de février à juin. Ils ont un bootcamp d'une semaine avec un kick-off qui s'est fait à la Banque des Territoires, Tony Truant, pour booster les 7 entreprises qui sont présentes. Le boss de la Banque des Territoires, tu avais le patron de la data et de l'IA de chez Thales. Tu vois, c'est un bon coup de boost pour tout le monde. Là, on a 88 étudiants, donc répartis ils sont en 22 équipes projets de 4. Et ensuite, ils bossent une semaine à Donf, pas pour les former. Ils sont en master data, ils sont en cybersécurité, ils sont chauds bouillants, eux. Ouais. C'est pas pour les former, mais c'est pour faire un focus sur leur projet. Ils découvrent leur projet, comment ils vont le développer, sous quelle plateforme, tu vois. Ils ont des formateurs dans chaque territoire. Et ensuite, tous les samedis, ils tabassent. Samedi avec nous. Après, eux, ils se voient en semaine, ils bossent. Tous les samedis, là, jusqu'au mois de mai, restitution locale. On fait un événement local dans toutes les collectivités. Finale à Vivatech, cérémonie de clôture. Et après, Silicon Valley en janvier 2027. Bravo. Je suis, et franchement, au début, je me suis dit, est-ce que ce truc-là, il va durer, tu vois? Je me suis dit, ça va durer dans le temps, parce que je vois des gros projets, beaucoup de jeunes. Je sais il y a du social aussi derrière, il y a des grands groupes à aller chercher pour sponsoriser et tout. Je me dis, est-ce que ça va réussir à durer dans le temps? Et franchement, 4e saison, moi je dis bravo. Très dur. Là, maintenant, les gens, ils aiment bien dire que les réussites et tout ça. Très dur. Je me suis questionné au bout de la saison 2, 3. La saison 3, je me suis questionné. On en a parlé un peu. Tu vois, j'avais fait 7 promos la première année, 6 promos après 4. Je me suis dit, ce truc, il tombe. Après, j'ai pas lâché l'affaire parce que l'impact, il est incroyable. Et surtout quand on a entrepreneur, il se réadapte. Les 2 premières saisons, c'était juste démontrer que l'IA est applicatif et créer des passerelles entre ces jeunes qui créent ces projets et les grands groupes pour qu'ils soient embauchés. Donc là, ils ont signé chez Thales, chez L'Oréal, Société Générale et d'autres. Et après, donc, la qualité des projets fait qu'on a maintenant orienté comme un sorte d'incubateur. Ça incube des projets en expérimentation pour les lancer. Et là, ça devient intéressant parce que c'est de l'entrepreneuriat, c'est de la start-up. Nous, on a des prises de capital minimum. Et l'idée, c'est d'en faire une machine à produire de la start-up et nicher dans l'IA et la data. D'abord là, plus service public, collectivité. Ça plaît beaucoup à la Banque des Territoires. Ouais. Mais il y a d'ailleurs le projet ANID, là, qui est détection des troubles psychotiques au travail. À la base, c'était sur le cyberharcèlement dans une collectivité. Tu vois, ils ont fait un pas de côté, ça a bien marché. Donc, tu vois, donc maintenant, ça a plus de sens et c'est plus, on va dire, intéressant au niveau entrepreneuriat. Ok. Écoute, déjà, bravo. Franchement, magnifique. C'est pour ça ça fait maintenant 4-5 ans, je crois, qu'on se connaît. Plus, donc, 2019, frère. 2019. Ah, là, Covid. Je crois que le temps, il passe trop vite, en fait. Le temps, il passe. Tu te rappelles ou pas? Oh, mais je crois que je t'avais fait une interview, je crois. T'avais fait une interview avant. Après, t'es venu au bureau, tu m'as envoyé la photo, là. Ouais, c'est vrai. Sur les imprimantes 3D, là, rappelle-toi. 2010. Ouais, c'était avant le Covid, ouais. Ouais, c'était avant le Covid. Je jure, je vois pas le temps passer. Je crois que j'étais encore salarié. J'étais salarié à l'époque. Salarié, frère. J'étais salarié à l'époque, je me rappelle et tout. Je voyais ce que tu faisais. Franchement, magnifique. Bravo. Je vais te poser quelques questions courtes. Vas-y. Juste réponse avec petite explication à la fin. Ok. Ta plus grosse erreur. Donc je réponds tout de suite là. Ouais, vas-y. Ta plus grosse erreur. Ma plus grosse erreur. Il y en a plein en fait. Des erreurs, franchement, il y en a plein. Ma plus grosse erreur. Après, je sais que là, dans ta tête, tu dois te poser des questions. Moi, laquelle je peux balancer, laquelle je peux pas. Non, pas du tout. Je suis en train d'essayer de filtrer les erreurs, pas filtrer dans le sens confidentiel, mais je crois une plus grosse erreur, tu sais c'est quoi? C'est plus... ma plus grosse erreur, c'est d'avoir été au départ un peu trop... et alors ça va un peu vous choquer, un peu trop respectueux de mon grand frère. De ne pas m'avoir affirmé suffisamment. Parce que tu sais pourquoi? Moi, j'ai toujours été un leader. C'est-à-dire, capitaine de l'équipe de foot, dans la classe, tu vois, je donnais le tempo, j'ai de la personnalité. Si on me disait de faire quelque chose, même si toute la classe elle sèche le cours, si ça ne rentre pas dans ma tête, je vais tout seul. Espèce de bouffon, j'en ai rien à cirer de ça. Mais mon grand frère, beaucoup de respect.
Il est hyper intelligent, mais sur l'aspect purement business, il le sait, tu vois, donc je peux le dire. J'aurais pas dû l'écouter. Ouais. Et du coup, et lui, c'était vraiment, c'est mon exemple et tout ça, hyper smart, mais sur l'aspect purement business. Mon frère, c'est l'ingénieur. Il va réfléchir aux algos qui sont derrière et paf, tout de suite le ROI et tout ça. Et des fois, je disais, mais Rabat et tout, mais là, on a écrit 3 livres. Mhm. T'as 4e livre et Erol, il nous redemande, ouais, mais non, mais c'est important. Écrire un livre, frérot, il y a 0 argent et ça prend du temps. Ouais. Et donc, moi, je suis, tu vois, je dis, ok, tiens, 2 livres, c'est super. Sur LinkedIn, je vais les mettre en avant. Pour nos clients, quand tu arrives en rendez-vous, tu t'offres un livre. C'est bon. Ouais, mais non, ça, c'est important et tout et tout. Donc, franchement, c'est une grosse erreur parce qu'on a perdu du temps, Ouais. on a fait des mauvais choix. Miskin, ça l'a cramé un peu. Ouais. Produire, lui, c'est pas moi qui produis. C'est lui qui produit, Miskin. Tu vois et du coup, c'était quand même une erreur où souvent on en reparle. Quand je réfléchis, parce que ça induit beaucoup de choses. J'ai plein d'idées business où j'ai vu du ROI mais qu'on n'a pas fait parce que j'ai besoin. On est très complémentaires. Il a besoin de moi, mais moi j'ai grave besoin de lui. Et s'il est concentré, si je lui dis Rabat, faut qu'on se capte. On faisait beaucoup de nocturnes ensemble, de veillées. Des fois, je lui ramenais des opportunités business. Et le mec, lui, il est très consciencieux et tout, il dit non, je dois ce soir, il faut que je termine le livre. Et l'entrepreneur, putain, le livre, j'ai dit brûle-le, harague-le, jette-le en l'air. On fait un mail à Erol. Tu sais, lui, très, voilà, pareil, non, mais on peut pas, nous, c'est Erol et tout, on s'est engagé. Je suis pas en train de dire, tu te désengages et tout. Mais même le business, mais je lui dis, bah, on fait un mail, on dit, on peut plus, on décale la sortie. Et il y a du biz, on est entrepreneur, on n'est pas là pour faire des livres ou pour aider tout un. Tu comprends? En fait, j'ai l'impression que t'es encore en train de lui parler. Tu sais, pendant que tu parles, là, tu ça, l'imagines en face de toi et tu dis, c'est ça. on est entrepreneur. Qu'est-ce que tu Ça a marques? été une grosse erreur, peut-être même plus de moi. J'aurais dû peut-être, tu vois, mais. Et maintenant, il m'écoute, ça va quand même mieux. Il suit, je sens le business, je sens les offres. Bien sûr, il a son mot à dire, il valide ou pas. Mais. On était quand même, tu vois, moi j'étais rangé derrière lui pendant des années, ça prenait un peu. Je pense qu'en fait, dans l'histoire, on était les premiers à faire des ateliers de codage et compagnie. En vérité, c'est là, normalement, j'ai revendu la boîte à 30 millions d'euros et tout, tu vois. Donc je pense qu'on a raté. On a une bonne croissance au départ, mais on aurait pu faire beaucoup plus, beaucoup mieux, standardiser des choses. Les entrepreneurs qui m'écoutaient là, comme on l'a dit, standardiser des offres, des processus pour que ça roule. Bien sûr. Et donc, on était à écrire des livres, sur le terrain, à aider les gens, des stagiaires. Tu te rappelles pas quand tu venais au bureau? J'avais 12 stagiaires. Je suis monté à 12 stagiaires. C'est pas des stagiaires qui produisent, c'est des stagiaires qu'on aide. Bien sûr, tu leur rends service, tu les prends pour faciliter. C'est des erreurs aussi. Hein. Je sais pas laquelle est la pire que l'autre, mais ça aussi. Ah, je te comprends parfaitement. Écoute... Et en plus, moi quand je parle à certaines personnes, je dis souvent, Morad, il faisait partie des premiers, et les premiers, c'est souvent ceux qui ouvrent la porte aussi aux autres. Je sais pas si t'as capté. Parce que quand on regardait sur LinkedIn, il y en a, je crois qu'il y avait personne qui parlait d'ateliers de codage pour les jeunes autour de l'IA, de la robotique et tout. Il dit Morad, le truc c'est qu'il a peut-être ouvert la porte à d'autres personnes, tu vois, derrière. Ça, j'en suis pareil. Mais on n'entreprend pas pour ouvrir la porte à d'autres personnes. C'est vrai, mais après, il y a l'impact derrière, c'est ça qui est important. Alhamdoulilah, il y en a plein qui m'ont dit Morad, j'ai même conseillé des concurrents. Mais oui et non, tu vois, après si tu veux, quand tu arrives dans d'autres projets, même ceux qui te concurrencent sur des petits projets, c'est pas grave. Bien sûr. On a donné des contenus, ils ont acheté nos livres pour faire des ateliers. C'est une fierté. Bien sûr. C'est-à-dire que tu as un peu cette niya de sadaqa jariya. Et aussi, tu laisses à la postérité, comme on dit. C'est vrai, on a aidé. Plein de jeunes, j'ai vu maintenant qui m'ont dit on avait pris votre livre, des mamans qui ont dit j'ai commandé le livre, on avait une plateforme. Ça se perd pas. Donc quand même, t'as vu, c'est quand même des choses que tu laisses. Ça se perd pas. Tu vois, donc ça se perd pas. Mais pour terminer, du coup, le fil rouge là, Evoluliquid, programme Qu'est-ce qu'il y a? Et regarde, il n'y a qu'en 2024 qu'on ouvre Qu'est-ce qu'il y a Consulting. Et là, dans l'histoire de Qu'est-ce qu'il y a Consulting, il n'y a pas de aider les jeunes, impact social et compagnie. C'est-à-dire que je me suis autorisé 8 ans après à ouvrir une SAS qui fait que du business. Ouais. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Je sais pas, je pense que c'est un cheminement. Moi qui ai été prof de maths, qui aurait pu être ingénieur, mais moi, c'est la transmission, c'est la jeunesse et tout ça. Ensuite, on fait une EdTech pour démocratiser le... Après, je fais un programme, même si on fait de l'IA, c'est pour quand même aussi aider cette jeunesse.
on s'est autorisé à faire qu'est-ce qu'il y a consulting ou dans le site, dans le verbatim, il n'y a pas de référence à du social, mais on gère des projets d'IA pour les territoires, les collectivités et les entreprises. Fin. Avec voilà, du ROI, des consultants, etc. Et je mets... C'est un changement d'état d'esprit. Hein. Et trop, j'ai mis 8 piges à... Alors, est-ce que j'ai mis 8 ans? Est-ce que c'était pas... Tu vois, je sais pas, je pourrais pas te dire. Il faudrait que je fasse de la psychanalyse. mais je pense que ça parle à beaucoup qui nous écouteront. C'est de se dire, nous autoriser à faire de l'argent. De nous autoriser être à l'aise avec ça, en fait. À se dire, hey, tu as le droit de lancer un business qui est purement rentable, sans référence, tu vois, d'aide, etc. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu lances un business, à la fin, tu rends un service. C'est un produit qui est utile à quelqu'un, c'est un service qui est utile à quelqu'un. Donc, quoi qu'il arrive, indirectement, dans un business, tu rends un service. Ouais. Mais du coup, il faut être à l'aise avec... parce que nous, on est parfois un peu pas trop à l'aise avec ces schémas où on parle d'argent, et encore plus en France. Déjà, dans notre culture, on est toujours en mode hachem, pas trop parler, hachem, tu vois. Et en plus, la culture un peu à la française où l'argent c'est tabou, nous, on combine les deux. La hachma de chez nous, hop, et plus... pudeur. C'est vrai. C'est vrai, hein. Bah, tu te rends compte de quoi on parle. On parle de nos parents qui ont frotté les murs et tout ça. Tu es en train de te dire, ouais, bah moi, je vais essayer de faire un business où je vais toucher 100, 200, 1000 fois leur salaire. Tu vois, je sais pas, tu vois. Il faut s'autoriser ça. Bon, c'est pas encore le cas, mais... il faut s'autoriser à prendre cette route. Bien sûr, bien sûr. Et donc, des fois, tu parles à toi-même, tu te justifies. Ouais, mais après, à la limite... Mais vas-y, Mourad, fonce, parce que comme ça, quand tu seras riche, tu pourras faire une fondation à côté et tout. Ouais. Moi, je kifferais, hein. Mais je trouve ça quand même un peu malsain. Bien sûr. Mais tu sais, quand... Parce que moi, je kiffe ça. Ouais. Moi, je kiffe les projets humanitaires, éducation et tout. Ouais. Mais celui, donc on va me dire bravo. En fait, c'est injuste. Moi, on va me dire bravo. C'est super ce que tu fais. Celui qui est pas dans ça, qui a pas la fibre, il a le droit d'être riche. C'est pas. Bien sûr, il a le droit de faire du business, rentable, il vend, il revend la boîte. Après, comme tu as dit, on parle un peu de culturel et tout ça. Religion, tu as des obligations religieuses, culturelles. Et lui, ça le regarde. En fait, c'est sa vie privée. Il n'est pas obligé de publiquement... Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Et du coup, il faut s'autoriser à prendre la route qui vous convient et il faut foncer, les gars. De toute façon, tu vois, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs et je leur dis souvent, soyez à l'aise avec vendre. Ouais. Faut pas avoir peur de vendre, tu vois. Vendre, aller parler de son projet, essayer de débloquer des opportunités, En fait, il faut être à l'aise avec ça. Parce que c'est un truc sur lequel on est trop gênés, nous, déjà les Français, on va dire, de base. Il faut qu'on switch un peu à l'américaine sur certaines choses. C'est quoi ta plus grande fierté? La plus grande fierté, c'est toute cette jeunesse qui sont passés de près ou de loin par Evolukid, programme Qu'est-ce qu'il y a, et que je recroise. Hier, salon Go Entrepreneur, je vois une tête, ça me dit quelque chose. Bah ouais, Mourad, j'étais en stage chez Evolukid, j'avais 14 ans, maintenant je suis ingénieur. Mohamed Ismaël, j'ai croisé au salon du Bourget. Bac Pro, je dois faire un stage. Lui et Frédéric, un Cap-Verdien, et lui c'est un Marocain ou Algérien d'origine. Voilà, ma mère, vous avez envoyé un mail, bon, mais très sérieux et tout ça. Je dis, tu fais quoi toi après? Ouais, bah, j'ai passé le bac. Ouais, je sais pas, moi, un BTS. BTS quoi? SEO, et après, bah, nous, on est formé à la maintenance, voilà. Je dis, mais t'es bon, toi, dans ce que tu fais. Très sérieux, tout le temps à l'air. Je dis, mais faut pas s'arrêter là, t'es un ouf, toi, tu fais un BTS, tu fais un bachelor. Après, tu fais une école d'ingénieur, tu te dis. Toi, tu donnes juste ça. Moi, à un moment donné, imagine-toi la scène. C'est pas solennel, hein. Moi, je suis là, il parle. Les stagiaires, je peux pas les gérer du jour. Moi, j'ai tout ce que j'ai décrit à faire. Donc, moi, je suis là avec un café et je lui balance un peu ces mots-là. Moi, j'aime bien bousculer les jeunes. Pour tous ceux qui pensent que sur LinkedIn, j'envoie de l'amour et tout, j'envoie beaucoup d'amour. Mais moi, je gâte. Je découpe quand c'est pas bon. Je suis très exigeant. Je blague pas. Je bouscule et tout ça. Du coup, je suis comme ça. Je dis non. Et je suis très directif. Non, tu vas pas faire ça. Tu vas faire ça, 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 ça. Ça se passe en 10 secondes. Après, bon, le stage, il dure 1 mois et demi. Bien sûr, bien sûr. Donc, on a des petits échanges, je donne des missions et tout. Tu le revois, il est ingénieur. Ouais.
Frédéric, il bosse à Thales. Ça s'oublie pas. Tu vois, et comme ça, j'en ai plein. Je parle même pas de ceux du programme Qu'est-ce qu'il y a, qui sont maintenant des consultants, les jeunes de Trappe, saison 1, programme Qu'est-ce qu'il y a, sont consultants aux États-Unis. Ils ont été élus Young Leader Innovation à Berkeley. Donc ça, c'est une énorme fierté qui, des fois, vient gommer un peu toutes les galères là. Tu vois, ça, c'est ouf. CR7 ou Messi? Mais pourquoi? C'est plutôt CR7 plutôt. Moi, je suis un CR7 man, mon pote. T'es fou, toi. Ah non, Messi, il est très fort, il n'y a rien à dire. Ah, moi, c'est tout se fait avec le travail, parce que Messi, il est unique et tout ça, mais c'est un rêve. C'est-à-dire, c'est un bug dans la matrice. Donc, je peux pas, moi, cautionner ça. Ça arrive tous les 1000 ans, t'as vu? Même si le foot, ça existe que depuis 150 ans, mais en fait, ça n'existe pas. T'as vu? Donc, moi, c'est CR7 parce que tout le monde ne sera pas CR7, mais tout le monde peut prendre la voie de CR7. Mais tu as expliqué quoi à un jeune? Faire comme Messi. On ne sait même pas comment il fait. Mais CR7, on sait. On a de la data. On ne sait même pas comment il fait. On ne sait pas. Mais CR7, on a de la data, on sait, il explique comment il fait. Donc, tu ne vas pas devenir CR7, mais tu peux prendre la route et tu peux te rapprocher d'eux. Franchement, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui explique les choses comme ça. Ouais, pas mal. Beau gosse, en plus. On a la même taille, même génération. Même son physique, il a réussi à transformer, à se rendre beau gosse. Parce que je ne sais pas s'il était aussi beau gosse quand il avait 16-17 ans. Plutôt montagne ou plutôt mer? Pourquoi? Oh là là, j'ai découvert la montagne il n'y a pas longtemps. Jamais skié. À ce qui paraît, c'est un truc de ouf, le ski. Mais moi, je préfère la chaleur et tout ça, donc plutôt mer. Mais la montagne, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, la montagne en été. Et le ski, j'ai jamais fait. Donc la mer. Ok. Ton endroit favori sur Terre, là? Mon village d'Ouar Ouled Boujema'a, je ressens une quiétude de malade mental. Quand j'y vais, ça m'apaise. Ça me reconnecte avec les racines. Ma grand-mère qui est décédée au mois d'octobre, là, 91 ans. Tu parlais d'elle en plus sur LinkedIn et tout. J'avais fait une petite photo avec elle. Je le dis le cœur léger parce que comme tous ont témoigné que c'était une femme incroyable. Et donc, tu vois, c'est une reconnexion avec mes ancêtres. Je suis français, on est fiers, mais je suis pas, en vérité, toi et moi. Même toi et moi. Moi, je suis un Français avec une autre histoire, d'Algérie. Toi, tu es un Français qui a une histoire du Maroc. Des pays frères, mais différentes. Et les Français d'origine tunisienne. Et tu as le Français d'origine italienne. Je discute beaucoup avec le maire de Aulnay-sous-Bois, là, monsieur Après, moi, je suis né au Maroc. Tu es né au Maroc. Moi, j'ai commencé par le Maroc. Toi, tu es marocain, c'est vrai, à l'inverse. Donc, c'est encore une autre histoire. Ouais. Donc, on est tous Français, oui, mais avec des histoires différentes. Mes ancêtres, ils sont pas gaulois, moi. Ils sont en Algérie, guerre d'Algérie, avant. Donc, me reconnecter comme ça, c'est un truc, c'est un bien-être de malade. Magnifique. J'ai une dernière question. Si aujourd'hui, c'est ta dernière journée, tu fais quoi? Si c'est ma dernière journée aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? T'as vu, je plante un arbre. Je pense que t'as la ref. Ouais, moi je suis pas le meilleur des musulmans. Mais je suis musulman, je suis pratiquant. Forcément, j'essaye que tout ce que je fais, à la fin, avec des fois des contresens, des fois des sorties de route. Tu vois, je suis pas en train de vous faire le mec pieux et tout ça là. Mais quand même, c'est dans mes veines. Il faut que tout ce que je décris là, tout ce que j'ai décrit, il faut qu'à la fin ce soit tamponné. Il faut que j'ai un certificat, frère. Il faut que j'ai un diplôme. Il faut que je sois accepté. Il faut que ce soit maqboul, c'est-à-dire validé. Donc, je ferai en sorte que cette journée-là, elle soit la plus validée possible pour que dans le test final de chez Final, je sois parmi les gens qui sont acceptés, qui soient validés et tout ça. C'est ma priorité absolue sur Terre. Donner un sens eschatologique, ça dépasse en fait, ça dépasse les frontières terrestres. Là, ils sont partis là chez Artemis, ils ont fait la sonde d'Artemis, elle a fait le tour de la Lune. Là, c'est le tour de céleste, mais il faut pas oublier ce premier objectif. Chacun a ses objectifs. Chacun il a ses croyances personnelles. D'autres y croient aux arbres, d'autres y croient. Moi, je crois, voilà, je suis musulman, donc forcément, dans la logique. Et je suis prof de maths, hein, même je veux dire, c'est cartésien. Donc je me détermine de cette croyance, etc. Donc, logiquement, il faut qu'à la fin, ça rentre. Et donc, si c'est ma dernière journée, il faut que je fasse en sorte que je n'ai pas la réponse, des prières,
des bonnes œuvres, planter un arbre parce que, tu vois, ça va laisser derrière soi des fruits et tout. Demander pardon, je pense aussi, tiens, peut-être demander pardon à ceux que j'ai blessés, à celles que j'ai blessées, à celles et ceux que j'ai blessés, ma mère, si elle est encore en vie, tu vois, c'est important ça. On veut que nos parents soient satisfaits de nous, nos enfants, mon épouse, mes proches et moins proches, tu vois. On a essayé de faire des choses bien, mais sûrement on a pris des mauvaises décisions dans l'entrepreneuriat ou d'autres. Hein. Et essayer d'avoir le pardon des gens pour avoir le pardon suprême. Merci Mourad, c'était un plaisir et merci pour cette réponse. Maintenant, tu sais ce que tu as à faire parce qu'on ne sait pas si c'est notre dernière journée ou pas. Bon, si à la fin, voilà, je tenais à m'excuser auprès de tout le monde. Excuse-moi Youssef, frérot. Avec plaisir. Et, franchement, c'est le premier podcast que je fais comme ça, très détendu, très, merci, tu vois, j'essaie de tu vois. Et bravo pour tout ce que tu fais. Moi, ça marche bien sur LinkedIn, en tout cas. Comme ça, ils le savent. C'est vraiment ce mec-là qui m'a poussé sur LinkedIn. Je faisais quelques petits posts et tout ça. Et il a toujours un coup d'avance. Il a une sorte de vision où il sait déceler le potentiel des projets. Il est bon en com quand même. C'est-à-dire quand il est bon en com, il y a un truc qui est plus important que la com, c'est le market, c'est le positionnement, c'est comment il est très bon. Et franchement, il m'a donné les premiers conseils. En plus, c'est ouf ce qu'il fait parce qu'il te donne les premières billes qui vont driver la suite. Et à chaque fois qu'on me dit, ouais, Mourad, LinkedIn et tout, je dis, ouais, moi, je suis petit Youssef. Moi. Merci, c'est merci, Youssef. Ça fait super plaisir. Et à bientôt. Merci à toutes les personnes qui ont suivi le podcast. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager dans toutes les plateformes. N'oubliez pas de suivre Mourad. Ce qui fait tous ses projets, c'est que le début. Il va lancer encore plein d'initiatives. Il n'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, sauf si c'est son dernier jour. Pas le choix. En tout cas, merci à vous. Merci Mourad d'avoir accepté l'invitation. Je passais un super moment avec toi. Et je pense qu'il y aura d'autres épisodes parce que là, j'étais un peu frustré. J'avais encore plein de questions à poser. Mais quand tu veux. Merci Mourad.